Bonjour à toutes et tous. Je suis Nathalie Sayac, je suis professeure des universités en didactique des mathématiques au laboratoire de didactique André Revuse et également, accessoirement, directrice de l'INSPE de Normandie-Rouen-Le Havre. Je suis ravie d'être la modératrice de l'avant-dernière conférence du Printemps de la recherche en éducation proposée par le réseau des INSPE. La thématique de cette année porte sur un sujet qui m'est cher, celui de l'évaluation à l'école. Et elle se propose donc de traiter des défis et des enjeux pour la formation des enseignants et des personnels d'éducation. L'enjeu de cette manifestation, vous le savez à présent, j'espère que vous suivez ces conférences avec assiduité, c'est de promouvoir la recherche en éducation dans la formation universitaire et professionnelle des enseignants et des personnels d'éducation, et ce, dans la diversité des champs scientifiques qui permettent d'aborder les thématiques. Et celle de l'évaluation est vraiment riche justement pour voir cette diversité scientifique qui la traite. En tant que modératrice de la session du jour, j'ai le plaisir de vous présenter Raphaël Paschini, qui va contribuer donc à alimenter cette 8e édition du Printemps de la recherche en éducation, à travers une présentation intitulée « Développer des pratiques d'évaluation sommative et de notation au service des apprentissages des élèves, enjeux théoriques et pragmatiques dans la formation initiale ». Raphaël Paschini est professeur associé à la Haute École pédagogique du canton de Vaud, à Lausanne, en Suisse romande. Ses travaux et ses enseignements portent principalement sur les pratiques d'évaluation sommative et la notation. Il est très actif au sein des réseaux académiques traitant de l'évaluation, aussi bien au niveau régional que national ou international. Et c'est à ce titre qu'il est intervenu lors de la conférence de consensus du CNESCO de novembre dernier. Il est l'auteur de 2 livres, l'un sorti en 2013 intitulé « Quand les récits de pratiques enseignantes parlent d'apprentissage » et un autre paru plus récemment en 2021 intitulé « Quand la note devient constructive, évaluer pour certifier et soutenir les apprentissages ». Ces 2 ouvrages étant édités aux presses universitaires de Laval. Au cours de la conférence, vous pourrez poser des questions en cliquant en bas à droite de votre écran sur l'icône « Questions ». Je récolterai vos différentes questions, j'en ferai une synthèse et je poserai des questions à Raphaël à la fin de la présentation. Je vous souhaite une très bonne conférence et je laisse la parole à Raphaël. Bonjour à toutes et tous. Merci Nathalie pour cette introduction. Merci aux organisateurs, au comité scientifique de l'invitation. Je suis très honoré pour parler de cette question de pratique d'évaluation sommative au service des apprentissages, qui n'est pas forcément intuitivement la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle de ça, et notamment du point de vue de la formation initiale. Je suis désolé, il y aura des fois des diapos a priori un peu chargés, mais comme je ne peux pas faire défiler les choses un peu en mode progressif, j'essaierai de diriger la vue des diapos. Alors, bon, moi j'ai imaginé d'abord vous partager 4 constats qu'on a fait ici depuis plusieurs années. Je vous présenterai aussi quelques apports théoriques qui nous apparaissent maintenant assez clés pour permettre aux étudiants de devenir des évaluateurs assez sensibles à cette question de l'évaluation soutien d'apprentissage, mais également lorsqu'ils sont amenés à certifier leurs élèves. Et puis j'exemplifierai avec une démarche réalisée en formation par un groupe d'entre eux, pour terminer sur quelques leviers et freins qu'on identifie aujourd'hui et j'espère qu'ils feront écho dans certains de vos contextes. Alors, 4 constats de départ. Bon, le premier, je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais c'est cette idée qu'aujourd'hui, en tout cas dans le canton de Vaud qui est le mien et en Suisse romande et partout, enfin, dans beaucoup de systèmes éducatifs, c'est l'évaluation soutien d'apprentissage qui est promulguée. Nous, on a maintenant, depuis l'été dernier, des textes législatifs très, très marqués à ce niveau-là, qui vont jusqu'à promouvoir une évaluation sommative, j'y reviendrai, qui est aussi amenée, certaines conditions, à faire progresser les élèves. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que cette mise en œuvre de cette évaluation soutien d'apprentissage est problématique. Ces principes sont assez parfois mal compris par les enseignants, parfois même par les étudiants,
Et ça se voit du point de vue de l'évaluation formative. Et c'est encore presque plus grave, j'ai envie de dire, sur l'évaluation sommative, j'y reviendrai à la fin, qui est quand même pour beaucoup d'entre eux, chez les étudiants de par leur passé d'élèves aussi, je pense, et chez les enseignants, quelque chose qui reste très technique, très axé sur la mise de notes, les bilans, et puis quelque chose de finalement relativement déconnecté un peu de l'enseignement et de l'apprentissage. Un constat qu'on réalise aussi depuis un certain temps, c'est que la formation à l'évaluation est déficitaire. Alors, elle est déficitaire dans les instituts de formation initiale, mais également après dans le terrain. Donc, moi, je vais rester sur la question de la formation initiale. Vous verrez la situation que je vous présenterai tout à l'heure est quelque chose qui est relativement bien doté, entre guillemets, mais du point de vue roman, on fait le constat que ben voilà, il faudrait un petit peu intensifier cette formation-là. Et puis, bah ça c'est notamment relatif aux derniers travaux que j'ai réalisés, notamment avec mon collègue Fernando Morales Villabona. On est en train d'essayer de mieux comprendre cette question de la littératie en évaluation des enseignants, qui est cette perspective qui essaye de comprendre comment les enseignants interagissent, font interagir leurs connaissances en évaluation, leurs compétences en évaluation, avec leur connaissance de la pédagogie, des éléments contextuels, les caractéristiques des élèves et les caractères disciplinaires, de manière en fait à être des évaluateurs les plus cohérents possibles. Et cette littératie en évaluation est également, alors évidemment c'est logique, hein, vu la pastille précédente, assez faible. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat qui nous inquiète beaucoup, parce qu'effectivement, développer des pratiques d'évaluation, soutien d'apprentissage dans un contexte comme celui-là est un défi important. On travaille depuis un certain temps sur certains apports théoriques à l'aide d'apports théoriques, partant de l'idée, dans cette perspective que je viens d'évoquer, que c'est nécessaire pour avoir une expertise sur comment j'aide mes élèves à progresser, il faut posséder un certain nombre de connaissances théoriques. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que les travaux de De Luca, par exemple, ont bien montré, hein, que je cite tout à l'heure, la bibliographie est à la fin, c'est bien d'avoir un certain nombre de connaissances en évaluation, comme les fonctions de l'évaluation, des choses générales, mais on sait aujourd'hui que c'est insuffisant pour que les étudiants, futurs enseignants et les enseignants puissent avoir réellement un impact dans la pratique. Il faut qu'on travaille sur un certain nombre d'apports théoriques, de modèles théoriques qui font des rapports avec les pratiques effectives. Donc, je ferai un rapide survol de l'évaluation sommative et je détaillerai les quatre suivants qui sont, de notre point de vue, des éléments théoriques importants, notamment l'alignement curriculaire, qui est un peu, comment dire ça, dans son épistémologie, notre modèle théorique un peu de départ. Alors, loin de moi l'idée de penser que vous ne savez pas ce que c'est l'évaluation sommative, mais je prends une minute pour préciser comment nous abordons l'évaluation sommative, parce que l'évaluation sommative est souvent perçue est source de malentendus. Beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enseignants aussi comprennent sommatif comme faire la somme de. Et donc ont une conception en fait de l'évaluation sommative, hein, de l'épreuve finale et notamment de la notation qui est associée, de quelque chose de très technique, de très arithmétique. Or, si on prend l'origine en fait, qui est anglophone, de cette expression sommative, je prends Brocard, c'est vraiment l'idée en fait de réaliser un bilan sur les apprentissages essentiels. Alors, il y a une note chiffrée à côté, il peut y avoir une appréciation, il peut y avoir un autre code, mais cette idée des apprentissages essentiels et du bilan de ces apprentissages essentiels est fondamentale. Et on rend attentif les étudiants au fait que c'est quelque chose de socialement extrêmement chargé, puisque c'est quelque chose qui se partage, mais que l'idée, c'est de pouvoir avoir à l'esprit que l'évaluation sommative peut avoir des fonctions annexes. Elle peut classer des élèves, ce qui est condamnable, mais elle peut aussi les situer et les informer. Donc on a cet tampon, hein, si je prends Motier Lopez qui reprend la définition de Hadji, on a cet tampon possible. Le sommatif n'est pas, a priori, la face sombre de la force.
Hein, on a des écrits anglophones qui montrent comment l'évaluation formative est chargée de valeurs positives, humanistes, et qu'on voit l'évaluation sommative comme le bad guy quelque part, quoi, la, face, la face sombre, la face négative. On essaye de casser cette image-là. Partons de l'idée que l'évaluation sommative, comme beaucoup d'auteurs l'ont mis en évidence, hein, je ne vais pas tous les citer, mais il y a Harlon, Taras, etc., montre que, à certaines conditions, on peut aussi faire du sommatif une occasion de donner des informations aux élèves sur leurs apprentissages. On a souvent cette perception également que l'évaluation sommative est décrochée, c'est-à-dire que beaucoup d'étudiants comprennent qu'on enseigne des choses aux élèves, on espère qu'ils apprennent quelque chose, et à un moment donné, il y a une épreuve. Il y a une épreuve qui arrive comme ça. Or, nous, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que l'importance, la cohérence en fait de l'épreuve doit s'inscrire dans un système qui est modélisé au travers de l'alignement curriculaire. Pourquoi l'alignement curriculaire? Parce que, en fait, on voit que la cohérence importante pour que les apprentissages se fassent en profondeur doit se réaliser entre les compétences du programme, raison pour laquelle on l'appelle curriculaire, il se réfère à un curriculum, les tâches d'apprentissage que l'on fait faire aux élèves au quotidien et les démarches d'évaluation. Et qu'en fait, ce questionnement qui est là devrait faire partie un petit peu du questionnement de l'enseignant avant même d'imaginer quelle tête va avoir l'épreuve finale, quelle démarche d'évaluation sommative va avoir lieu. Donc on entraîne les étudiants à dire, mais déjà, est-ce que vous faites apprendre ce qui est prescrit dans le programme? Et inversement, ce qui est prescrit est-il enseigné? Puis là, peut-être que certains d'entre vous vous direz, ben oui, enfin on espère, ça serait quand même le con que ce ne soit pas le cas. Ben, la recherche depuis Cohen en 87 de mémoire montre que ben non, ce n'est pas souvent le cas en fait. Il y a souvent des choses qui n'apparaissent pas dans les programmes qui sont enseignés et inversement, il y a des choses qu'on enseigne qui sont très indirectement dans le programme ou pas dans la bonne année. Sur l'évaluation, on observe les mêmes éléments. Est-ce qu'on évalue ce qui est prescrit? Est-ce que ce qui est prescrit est évalué? Ben, parfois, ce n'est pas le cas. Et sur la relation C, est-ce qu'on évalue ce qui a enseigné et appris? Et ce qui a été enseigné et appris se retrouve-t-il dans ce qui est évalué? Eh bien là non plus, ce n'est pas le cas. Et là, c'est très problématique quand on est dans du sommatif, parce qu'on rencontre régulièrement des étudiants dont la conception est, ben oui, dans un test final, il y a de l'inédit. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément enseignées ou pas beaucoup, parce que finalement, on peut voir si les élèves s'en sortent bien ou encore mieux que ce qu'on imaginait. Donc, si vous voulez, l'alignement curriculaire, pour nous, il a comme ambition de donner un cadre compréhensif à dans quoi s'inscrit la démarche d'évaluation sommative et formative aussi. Et que ce n'est pas possible, j'y reviendrai, de réfléchir à la cohérence de l'évaluation sommative sans penser le système enseignement, apprentissage, compétences du programme, évaluation. Donc ça, du point de vue de la recherche, c'est quelque chose qui a été largement documenté. Les écoles efficaces, les écoles où les démarches d'évaluation soutiennent les apprentissages des élèves, respectent l'alignement curriculaire. Et c'est intéressant pour la petite histoire de savoir que l'alignement curriculaire, au départ, aux États-Unis, a été modélisé dans des écoles difficiles, entre guillemets, où beaucoup d'élèves échouaient ou avaient des difficultés d'apprentissage. Alors maintenant, la question, c'est de se dire, mais en fait, quand on parle de cohérence, d'alignement, on parle de quoi? Et là, de nouveau par rapport à la littérature, mais je vous partage quelque chose qu'on utilise aussi en formation initiale et continue, eh bien, il s'agit de s'outiller pour exploiter une taxonomie d'habileté cognitive. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, typiquement, si la compétence du programme, c'est il faut que les élèves arrivent tous à rédiger un compte, il faut être capable de savoir à quel niveau de complexité on se situe, et il faut être capable également de réaliser des tâches d'apprentissage qui permettent de travailler cette compétence et de prendre des informations dans l'évaluation jusqu'au sommatif qui donnent des informations sur est-ce que les élèves progressivement arrivent à rédiger ce compte. Et ça se réalise à l'aide d'une taxonomie d'Anderson et Cradwell, qui reprennent la taxonomie de Bloom, qui est
qui est caduque quelque part, hein, avec les progrès qu'on a fait maintenant sur la cognition. Anderson et Krathwohl ont repris en fait la taxonomie de Bloom. Ce qui est intéressant sur le document que je partage là, c'est qu'on a toujours ces 6 niveaux de complexité que je ne vous lis pas, mais qui permettent de mettre en évidence les habiletés cognitives en jeu dans l'apprentissage et qui les croisent avec les 4 catégories de contenu, les faits, les concepts, les procédures et la métacognition. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire, pour des étudiants et pour des enseignants, on met des mots sur comment est-ce que cet alignement curriculaire, concrètement, pragmatiquement, se concrétise dans les actes. Par exemple, OK, je veux travailler la mémoire à court terme, le premier niveau. Très bien. Est-ce que je vais demander à des élèves d'identifier un élément factuel? Je sais pas, identifie une hypoténuse sur le triangle tel et tel. Ça, c'est un objectif d'apprentissage, c'est une compétence. Ça permet de comprendre les niveaux de complexité des compétences, ça permet de les construire. Et à partir de cette taxonomie, eh bien Anderson et Krathwohl proposent d'avoir une grille de lecture pour appréhender en fait cet alignement curriculaire. Parce qu'évidemment, à partir du moment où les tâches d'apprentissage ne travaillent pas le niveau de complexité attendu, où les démarches d'évaluation ne sont plus en rapport avec les tâches d'apprentissage ou la complexité des compétences attendues, eh bien, il y a ce qu'on appelle des désalignements curriculaires qui vont faire perdre de la cohérence, notamment à l'évaluation sommative et encore plus à la notation. Donc ça, c'est des choses qu'on donne très pragmatiquement aux étudiants et avec lesquelles on leur demande de réfléchir. On ne leur demande pas de remplir des cases, mais on leur demande de dire, voilà, quand vous faites faire cet exercice-là, qu'est-ce que vous travaillez du point de vue de l'apprentissage avec vos élèves? Et c'est très intéressant de voir que très souvent, les étudiants soit ont l'impression qu'ils sont dans de la complexité, mais n'y sont pas, ou inversement, pensent que c'est simple, mais sont déjà dans de la complexité. Et ça permet, quelque part, d'élaborer, de modéliser cet alignement curriculaire. Alors, peut-être que vous avez imaginé la suite. La limite de l'alignement curriculaire, pour moi, pour nous ici, c'est qu'en fait, Anderson et les autres ne thématisent pas en fait quelque chose qu'il n'y a que dans l'évaluation sommative, c'est comment est-ce qu'on met des points sur une épreuve, comment est-ce qu'on écrit des critères, et comment est-ce qu'on construit la note. Donc ça, c'est une zone d'ombre hein, qu'on a dans la recherche francophone encore, mais qu'on a moins dans la recherche anglophone. Donc, à l'aide d'une littérature extrêmement conséquente, et on travaille avec des enseignants, j'ai modestement essayé d'élaborer un modèle de l'alignement curriculaire que j'ai appelé élargi. Alors ça, c'est une diapo où il y a beaucoup d'infos, donc je vais aller tranquillement. Dans un premier temps, on reprend l'alignement curriculaire. C'est le triangle rouge qui va entre évaluation sommative, compétences du programme, tâches d'apprentissage. Il est un peu renversé, si vous voulez, mais vous allez comprendre, je pense, pourquoi. En fait, pourquoi il faut élargir cet alignement curriculaire? Parce que dans l'évaluation sommative, dans les épreuves finales, il y a des choses qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et ces choses-là, ce sont, comme je disais, les critères, les points, ou la modalité mixte, quand il y a des critères à parier à des points, et les notes, avec les échelles, les barèmes, les seuils de réussite, etc. Donc l'idée, si vous voulez, c'est de dire, on part de cet alignement curriculaire. Mais maintenant, pour comprendre la cohérence de l'épreuve finale dans le système, il faut qu'on déploie l'évaluation sommative. Et quand on déploie l'évaluation sommative, on a d'abord cette question de quelles compétences sont évaluées dans l'épreuve. Et ça, c'est déjà un élément extrêmement important pour nous, parce qu'on fait l'hypothèse que ce n'est pas forcément nécessaire d'évaluer dans une épreuve tout ce qu'on a enseigné. Peut-être que certains parmi vous sont sur leur chaise en train de faire un peu des grimaces, parce que beaucoup d'enseignants avec lesquels on travaille ne sont pas acquis à cette cause, parce que beaucoup nous disent, mais alors à quoi ça sert d'enseigner si on ne les évalue pas à la fin? Ben, ça sert à plein d'autres choses, mais on peut se poser la question de savoir si ça vaut la peine d'évaluer toujours tout ce qu'on enseigne, sans tomber dans des examens fleuves, hein, des tests de 6 pages, où on voit des choses délirantes, hein, trop longues, trop ardues, etc. Et donc, je me suis inspiré de Vial. On parlera de référenciation restreinte en disant, tiens, est-ce que je fais le pari, que je montrerai dans l'exemple, que je vais focaliser en fait l'épreuve finale sur des compétences clés,
Je reviens à la définition de Brookhart. Deuxième phase là-dedans, c'est le fait de dire, OK, comment est-ce qu'on va designer les tâches évaluatives? En gros, les consignes vont être de quel ordre, quel niveau de complexité vont advenir dans ces tâches. En gros, ça a quelle forme en fait. Puis là, on voit qu'il y a une dimension disciplinaire qui rentre en ligne de compte. On ne va pas monter des tâches évaluatives de la même manière en art visuel qu'en mathématiques ou en géographie, SVT, pardon. Et puis, c'est là que les choses deviennent assez complexes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra qu'on se pose la question de savoir, mais en fait, on regarde quoi? La pondération qui va signifier le poids qu'on va allouer aux apprentissages évalués au travers de points, au travers de critères, va se baser sur quoi? Pour arriver à la question de la notation. Alors nous, en Suisse, on travaille avec des échelles beaucoup plus restreintes qu'en France. On a des échelles de notes qui vont de 1 à 6, avec le 4 qui est le seuil de suffisance. Ça nous donne 11 échelons, puisqu'on peut mettre des demi-notes. Vous, en France, vous en avez 20, voire même des demi-notes. Ça démultiplie en fait les possibilités de mettre des notes. Et c'est clairement, je n'ai pas le temps de développer ici, mais peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, une contrainte. C'est une contrainte pour essayer de se dire, mais en fait, maintenant, comment est-ce que cette cohérence tient dans le système au travers de questions du type, et ça, c'est des choses qu'on travaille très pragmatiquement avec les enseignants et les étudiants. Est-ce que dans l'épreuve, les compétences sont évaluées au travers des tâches? Est-ce que les tâches que tu as dans l'épreuve, que tu as construites dans l'épreuve, elles sont bien en référence avec les compétences que tu penses évaluer? Et là, très souvent, ce n'est pas le cas non plus. Donc là, on a des désalignements curriculaires très fréquents. Sur cet axe 2, ce n'est pas un ordre, hein, c'est juste pour essayer de serrer un peu le type de questionnement. Il y a toute cette question des critères. Parce qu'on a beaucoup d'étudiants et d'enseignants qui nous disent « mais moi, je ne sais pas faire des critères. Je n'arrive pas, c'est compliqué ou c'est toujours les mêmes. D'où viennent mes critères ?» Les critères, en fait, nous, on essaye de leur dire c'est peut-être des éléments qui décrivent les compétences que vous travaillez, qui les caractérisent. Et donc, est-ce que ces compétences sont décrites dans tes critères? Ou inversement, vous avez compris le questionnement dialectique. Et si vous voulez mettre des points, pourquoi pas apparier des critères et des points, hein, c'est ce qu'on va appeler une modalité de pondération mixte, mais les critères sont la pierre angulaire en fait de ces pratiques d'évaluation sommative à haute valeur informative et de notation constructive. Là, on est vraiment sur un point extrêmement important. Après, vous voyez qu'il y a cet axe qui dit, mais est-ce qu'on voit un rapport entre les tâches de l'épreuve et les critères? Et ça, c'est un renversement qui est très important parce qu'au lieu de coller des points à des exercices, à des tâches, on va probablement coller des points à des critères qui décrivent ce qui est travaillé dans les tâches. Hein, ce renversement est extrêmement important. On verra après que ce qui est fondamental, c'est la capacité de voir dans les tâches évaluatives ce qui est travaillé, de le critérier et des fois de le pointer. Et puis après, alors, c'est là que la complexité, entre guillemets, explose et c'est là que nous avons énormément de questions du terrain et de soucis d'enseignants. C'est cette question de la notation. Partons de l'idée que pour que la notation soit en rapport avec l'apprentissage, pour que la notation soit en lien avec l'enseignement qui a été donné et soit à même de dire ce que l'élève réussit et ce que l'élève probablement échoue encore, parfois, eh bien, il faut se poser ces questions. Est-ce qu'il y a un rapport entre le contenu des tâches et les descripteurs des échelles? Vous le verrez tout à l'heure. Ou sur la relation 5, est-ce que les critères permettent d'établir les échelons? Et vous voyez par exemple là qu'on n'est plus dans une logique de dire, tiens, 10 points, 10. Nous, par exemple, on a un énorme débat en Suisse pour savoir où mettre le 4. Le 4, c'est le seuil de suffisance. Et il y a des gens qui disent il faut mettre le 4 à 60% des points. Voilà. Mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse en fait à ça. Parce que 60% des points, ça ne veut rien dire en gros. Ça dépend tout de sur quoi portent les points et qu'est-ce qui est évalué. Et tout le système se met en marche. D'accord? Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir plutôt dire, tiens, est-ce qu'un 10, c'est tels attendus? Ce n'est pas la même chose que de dire un 10, c'est 10 points. Chez nous, ça sera de dire un 4, c'est tels attendus.
Ce n'est pas la même chose que de dire un 4 est à 60% des points. Et ça, c'est un revirement qui est extrêmement complexe à opérer parce que, comme je le disais tout à l'heure, et j'y reviendrai en conclusion, ça casse cette représentation, quelque part, que la note est une somme arithmétique aride et rien que ça. Non, la note peut être critériée, la note peut être construite sur des éléments qualitatifs et permettre des feedbacks de ces éléments qualitatifs. Donc en gros, si vous voulez, ce qu'on essaye de faire comprendre en fait aux étudiants, c'est qu'il y a une recherche de cohérence systémique à avoir si on veut développer des pratiques d'évaluation sommative au service des apprentissages des élèves entre les différentes composantes du modèle. Et ça va donner un exemple que je vous donnerai tout à l'heure. Très pragmatiquement, comme la réflexion part d'abord sur qu'est-ce qu'il y a à apprendre et comment je vais l'enseigner, on emmène les enseignants et les étudiants sur ce que Gauthier et d'autres appellent la planification à rebours. Donc vous voyez qu'on n'entre jamais, par exemple, en disant « Ah, mais construisez un test ». On n'entre jamais comme ça parce que ça serait valider cette idée qu'on décroche quelque part l'épreuve finale des processus d'enseignement-apprentissage. Donc, dans une perspective flexible et contextuelle, parce que ça va dépendre des élèves, de la discipline, de la dynamique d'établissement, du temps d'enseignement, il y a plein de facteurs. Hein. C'est cette fameuse littératie en évaluation qui se met en marche. On demande d'abord aux élèves, aux étudiants, pardon, de dire mais réfléchissez aux compétences du programme que vous voulez travailler avec vos élèves. C'est la première chose à laquelle vous devez réfléchir. Puis après, est-ce que vous voyez des éléments se détacher pour dire que les élèves vont être capables de s'approprier cette compétence, de la développer? Ça, c'est quelque chose qui va être extrêmement important en matière de détermination des attentes. Puis après, quel type de tâche d'apprentissage ça va donner en lien avec ces compétences et ces critères? Donc ça, c'est aussi assez complexe à procéder parce que dans la pratique, je ne sais pas dans vos contextes, mais chez nous, c'est extrêmement intéressant. Les gens entrent par les tâches. Les gens ont des classeurs entiers qui suivent. Hein, ils ont des manuels dans lesquels ils piochent des activités sans réfléchir souvent à qu'est-ce qu'ils travaillent avec les élèves. Nous, on propose d'entrer à l'envers, c'est-à-dire travaille d'abord sur les apprentissages importants et ça va te donner des tâches d'apprentissage. Et à partir de là, la collecte des informations sur ces apprentissages, tout au long de la séquence, ben, est plus aisée quelque part parce qu'on est plus au clair sur ce qu'on cherche en fait, en termes de est-ce que les élèves progressent ou est-ce que les élèves ont des difficultés. Et on est en lien avec les critères de la certification. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée, dernière pastille, élaborer des situations de certification en lien avec ces critères devrait, je mets des guillemets au conditionnel, être plus aisé et en tout cas plus aligné curriculairement avec ce qui a précédé. En cela, on propose aux étudiants et aux enseignants, alors les définitions sur des critères, il y en a, je ne sais pas, mais je pense facilement des centaines, d'imaginer, là je me base sur Harlan, qui est une auteure avec laquelle on travaille beaucoup, de dire, mais en fait, quand vous avez des attentes en matière d'apprentissage, en référence aux dimensions clés que vous avez identifiées, vous êtes en train d'élaborer des critères. Maintenant, la question, c'est de les expliciter jusqu'à la certification. Et ça, c'est un travail qui est compliqué. La littérature est très claire là-dessus. Hein. Tous les enseignants et une partie des étudiants ont des attentes implicites. La difficulté, c'est de les expliciter, de les formaliser, notamment dans des outils d'évaluation, dans des grilles critériées. Donc, par pratique de notation constructive, hein, Nathalie parlait tout à l'heure du livre que j'ai écrit il y a 2 ans. Ça, c'est un incontournable. Hein. Philippe Mérieux l'avait dit aussi il y a 2 ans dans une journée d'études du mouvement d'André Antibi, malheureusement disparu, qui disait « les critères sont incontournables ». C'est vrai. En fait, nous, ce dont on se rend compte, on l'a vu dans des recherches aussi assez récentes, c'est que s'il n'y a pas de critères, c'est extrêmement difficile de construire une note constructive à haute valeur informative qui permet de mettre en évidence les forces et encore les faiblesses des élèves. Donc, idéalement, on a des critères qui sont alignés avec les compétences travaillées, qui ont été travaillés avec les élèves et qui sont déjà très présents au quotidien dans la classe. Parce que l'idée,
c'est d'une part de pouvoir monter la situation de certification finale, hein, l'évaluation sommative, comme on va le voir tout à l'heure, et en même temps, après correction, de donner des feedbacks aux élèves. Parce que l'idée, c'est, et Broucard, dans un article très récent, l'a bien mis en évidence, l'idée, c'est d'une part que l'élève se rende compte de qu'est-ce qu'il réussit et qu'est-ce qu'il ne réussit pas encore, qu'il se rende compte que la vie n'est pas finie après ça, qu'on peut continuer à travailler un certain nombre d'éléments parce qu'il y aura des situations récurrentes qui vont encore avoir lieu hein, à l'école, par exemple. Les élèves écrivent énormément de textes, donc il y a des critères probablement qui pourraient ne pas encore être maîtrisés malgré tout le travail que l'enseignant aurait fait en amont, qui pourraient encore, après la note, être travaillés, parce que la finalité ultime, c'est de développer chez lui des processus d'autorégulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même dans le travail euh, du point de vue de la certification, l'élève est capable de comprendre en fait ces critères, de s'auto-évaluer. Là-dessus, on a des expériences très récentes avec des enseignants, dont peut-être on pourra parler après, qui sont assez intéressantes. Donc, l'exemple que je vais vous montrer maintenant, en fait, a été réalisé par un groupe d'étudiants. Donc, on est dans une formation bachelor. C'est des gens qui sont diplômés cet été, qui font la formation pour des élèves de 8 à 11 ans, et ils sont à leur avant-dernier semestre. C'est un module obligatoire, dont le titre est là, qui vaut 3 crédits. Donc, c'est un module pas ridicule. Il est formé de 5 cours en magistral que je donne et 9 séminaires, 9 occurrences de séminaires. C'est quand même 200 personnes. Des objectifs de formation en fait qui tournent beaucoup autour de voilà, répondre de ces actions dans l'évaluation du travail des élèves, utiliser des techniques d'évaluation formelles, mettre en place des processus d'évaluation avisés de soutien d'apprentissage. Et c'est un module qui est certifié par un examen écrit sur table. Donc, ce que je vous montre aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être vraiment visible, mais je n'ai pas trouvé de mise en page meilleure. C'est un groupe qui a travaillé dans une classe. Donc, ces étudiants sont en stage. Et là, je vous montre quelque chose qu'un groupe d'étudiants a réalisé en sciences des vies et de la Terre, SVT, hein, en France, géographie, pour un degré 5 chez nous, hein, qui correspond à CM1 chez vous. Donc, les élèves ont 9 ans, sur l'habitat. Et c'est intéressant parce que vous voyez déjà qu'ils ont essayé. Alors, ils y sont allés un peu crânement, entre guillemets, hein, c'est pas une condition sine qua non. Hein. Nous, on leur demande d'utiliser des critères, mais on ne leur demande pas obligatoirement de partir sur l'abandon des points. Eux, ils ont dit oui, oui, nous, on y va, on abandonne les points, on est convaincus. Et ils ont fait un travail assez intéressant où vous voyez ici les objectifs du programme qu'ils ont décidé d'évaluer. Donc, je ne vais pas tous vous les relire, mais c'est la question des relations entre les activités humaines et l'organisation de l'espace, et puis s'approprier des outils en géographie pour traiter des problématiques des sciences humaines et sociales avec des détails qui sont là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont sélectionné ici dans la colonne de gauche un certain nombre d'objectifs. Alors nous, on parle d'objectifs, mais ça pourrait être des compétences complexes, qui sont de complexité assez conséquente pour des élèves de cet âge-là. Hein, donc, utilisation d'un vocabulaire en lien avec l'espace, identification dans l'espace de lieux qui répondent spécifiquement à des besoins d'habitation, etc., des repères géographiques. Et ils ont critérié ces éléments. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'ils ont voulu faire le pari de partir sur ce qu'on appelle une échelle descriptive, hein, donc il n'y a plus de points, qui est validé par oui ou non, et avec ce qu'ils ont appelé des critères de base. C'est-à-dire que vous avez en orangé là 4 critères de base qui vont déterminer, en fait, vous voyez dans l'échelle de notation, la note 4, qui est chez nous la note de suffisance. Donc l'idée, c'est de dire que pour que les élèves aient 4, ils vont devoir absolument valider ces 4 critères grisés, partant de l'idée que la validation de ces critères blancs supplémentaires augmente la note jusqu'à l'excellence, qui est le 6. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le temps de faire toute l'analyse ici. On a ici 4 exercices qui sont complexes et que moi, j'ai trouvé alignés avec les critères qu'ils ont construits. Donc, je ne sais pas si c'est OK pour vous, mais voilà, je vais en prendre juste un. On voit l'exercice 1. Hein, il y a des types d'habitation et puis
les élèves doivent inscrire le type d'habitation et le chiffre en A4 qui correspond aux photos qu'ils donnent. Et puis après, il y a des descriptifs. Et tout en bas, ils doivent indiquer le numéro des photos qui représentent une habitation individuelle. Vous avez après l'exercice 2 qui travaille aussi certains objectifs qui sont là, avec après des cartes où les élèves doivent identifier le noyau ancien du village, etc. etc. Des éléments de justification de réponse. Hein. Ce n'est pas forcément facile de faire ça à cet âge-là. Ce qui est intéressant en fait dans cette épreuve, c'est que l'étudiant qui pilotait en fait cette démarche dans sa classe avait enseigné toute la séquence, avait enseigné en fait beaucoup plus que ce qu'il y a sur cette épreuve, donc a réussi cette opération de référenciation restreinte en disant voilà, moi je fais le choix de ne travailler que, de n'évaluer d'un point de vue sommatif que ces éléments-là, et de mettre l'accent en fait sur des éléments que je trouve moi-même pertinents. Et ça, c'est intéressant pour nous parce que, de notre point de vue, là, je reprends un peu les travaux de Tierney sur le jugement professionnel aussi, on voit cette capacité avec, entre guillemets, cette grille de lecture de l'alignement curriculaire élargi, d'assumer des choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourtant, voilà, hein, c'est des jeunes, ils démarrent un peu dans la profession, ils sont en stage en responsabilité, en tout cas, lui était en stage en responsabilité, donc l'enjeu est assez important. Nous ne sommes pas sur des pratiques courantes, hein, donc là, il innove vraiment de manière importante. Ben là, on voit qu'il y a une capacité plus importante à assumer certains choix. Évidemment, cette épreuve est perfectible. On pourrait discuter beaucoup sur la formulation des critères. On a fait ça avec eux. Mais je pense que pour nous, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir comment ces futurs enseignants s'approprient quelque part une posture aussi, un certain nombre d'éléments théoriques qui leur permettent d'établir un certain nombre de choix. Pour la petite histoire, ce qu'on voit dans les classes aujourd'hui en termes d'évaluation de sciences humaines, on appelle ça les sciences humaines en géographie, c'est énormément de restitution, que du par cœur, je dirais à 80%, et des éléments où les critères ne figurent jamais. Il n'y a quasiment jamais de critères dans ces disciplines-là, ce qui rend cette épreuve d'autant plus intéressante. Alors après, évidemment, vous êtes en train de vous dire, oui, mais il nous a sorti le plus joli exemple de son séminaire. Non, pas vraiment. Il est très intéressant, j'aurais pu vous en montrer d'autres. C'est vrai que la majorité des étudiants privilégient une modalité mixte, c'est-à-dire critères et points. Ça permet aux étudiants d'apparier des points de manière beaucoup plus intéressante sur les apprentissages et ça permet de garantir quelque part que cette cohérence d'alignement curriculaire élargi se maintient relativement loin. En revanche, on a toujours ce problème de compensation de points, de total de points, qui fait qu'à un moment donné, la note perd un petit peu de sa dimension qualitative, mais c'est un compromis que moi j'appelle acceptable parce que voilà, il faut un contexte aidant pour pouvoir faire ce qui est projeté ici. Voilà, pour terminer, en fait, les leviers qu'on identifie, je dis on, hein, parce qu'on est plusieurs, mais c'est effectivement cette approche théorique qui est, alors là, très souvent, je dirais même très régulièrement, j'ai lisé encore un texte d'étudiante, mais cette fois pour le collège ce matin, qui permet en fait d'objectiver certains phénomènes qu'ils observent et qu'ils ressentent. Et ça, c'est très important parce que ça leur permet d'agir, ça leur permet de faire des choix et d'articuler en fait leur réflexion avec le terrain. Ça, c'est vraiment intéressant et c'est un levier que personnellement, je trouve puissant. C'est vrai que l'autre levier qu'on a, c'est le temps de formation. Là, vous avez vu, on a 3 crédits, on a le temps avec eux sur un semestre d'aborder des questions, de lever des malentendus, d'aborder vraiment aussi des questions qui fâchent, parce que c'est compliqué, hein, ces questions de notation, c'est compliqué, ces questions de sommatif, et on peut aller à un bout. Et puis, on a une grande majorité d'étudiants qui se disent ouverts au changement. On a une partie des étudiants qui voilà, pour plein de raisons, ferment un peu les écoutilles,
font ce qu'on leur dit de faire de manière tout à fait docile, hein, parce qu'évidemment, ils veulent réussir leur examen. Mais voilà, ça ne va pas plus loin. Mais d'autres sont vraiment partie prenante. Et j'en retrouve des fois en formation continue, j'en croise des fois, et souvent on me dit, mais voilà, ça a changé ma vision en fait de qu'est-ce que ça peut être des notes, qu'est-ce que ça peut être engager des élèves aussi dans une réflexion sur des critères. Et puis on a deux freins. Alors je ne sais pas si vous allez les partager, mais voilà, je suis assez franc. Nous avons un gros problème en fait de formateurs de stage, et ça revient à cette question de la littératie en évaluation faible et de ces déficits de formation qui n'ont pas les compétences en fait pour accompagner nos étudiants. Et on se retrouve des fois dans des situations assez problématiques où les étudiants viennent en disant voilà, moi j'ai essayé de partager la démarche avec ma formatrice de stage, mais elle ne comprend pas, elle ne comprend rien, et puis elle me dit que ça ne vaut pas la peine, donc je vais laisser tomber. Et ça, c'est assez problématique. Mais voilà, on essaye de travailler à la formation de ce personnel, mais on a des fois, là, moi j'ai des fois un peu l'impression de ramer comme ça, un peu. Voilà, il se passe des choses chez nous dans ces murs, puis quand ils reviennent de stage. Mais d'un autre côté, de plus en plus de ces formateurs de stage étaient des étudiants et sont au parfum, mais voilà, je sais pas, il faudra peut-être une génération. Et puis, il faut dire quand même, malgré les nouvelles injonctions dont je vous ai parlé en introduction, que, comme a tendance à le montrer Birnbaum, la culture principale qui existe en fait dans l'école, alors moi je vais parler de notre contexte romain, du primaire au post-obligatoire, mais encore plus après le primaire, c'est ce qu'elle appelle une culture du test. C'est-à-dire que, voilà, un test, l'évaluation, c'est une note, et puis une note, c'est arithmétique, et puis c'est aride, et puis ça vient valider quelque chose, et puis il y a très peu de réflexion autour de cette perspective d'évaluation, soutien d'apprentissage. Et le choc des mondes est des fois difficile. Il est difficile pour les étudiants quand ils arrivent dans le terrain, et il est difficile des fois aussi pour des enseignants en exercice qui évoluent en fait des fois dans des cultures où voilà, on ne va pas réfléchir, où l'injonction, ce n'est pas de réfléchir à la portée formative d'une évaluation sommative. Bon, le sommatif, c'est là pour sanctionner de manière négative du terme, c'est pour mettre des notes, pour gérer les flux d'élèves, voilà. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Mais de nouveau, quand on voit le verre à moitié plein, on s'est dit que les choses bougent. Aujourd'hui, j'ai envie de voir le verre à moitié plein, donc je me dis que les choses bougent. Mais il y a un petit frein quand même. Voilà, j'en ai terminé. Je suis dans les temps, j'ai l'impression. Merci Raphaël, tu es exactement dans les temps. Merci à toi. Il y a quelques questions qui sont posées. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Je vais commencer par une question qui me semble pour le coup avoir sa place en premier lieu. Il est demandé en fait comment l'évaluation sommative peut-elle être au service des apprentissages, d'autant qu'elle intervient à la fin de ces apprentissages. Il me semble que c'est une première question qui est importante à traiter. Elle arrive à la fin de certains apprentissages. Elle arrive à la fin d'une séquence, elle arrive à la fin d'un thème, hein, voilà, d'un projet, si on est en art visuel, etc. Mais ce qu'on observe, mais je peux imaginer que c'est comme ça dans d'autres contextes, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec la création textuelle. Il y a des éléments quand même qui reviennent régulièrement, en fait. Vous travaillez par cycle en France, on travaille par cycle chez nous. Si on regarde comment le programme est élaboré, il y a des compétences qui se complexifient sur 3 ans, sur 4 ans parfois. Donc les enseignants sont amenés quelque part à revenir sur des éléments de l'apprentissage, sur des éléments de contenu. Donc ça, c'est important de pouvoir identifier déjà. Et par exemple, de pouvoir dire, au-delà des notes, et par exemple sur une année, ben voilà, tel élève en production écrite, il a fait tel type de progrès ou il a toujours tel type de souci. Ça c'est une chose. Après, l'autre chose, c'est
réfléchir, je pense que c'est important si on ouvre la porte à il y a un salut après la note et la note peut, à certaines conditions, donner des informations intéressantes sur ce qu'il y a encore à travailler. Je pense qu'il y a cette idée de dire, mais en fait, quels sont les apprentissages clés? Ça, c'est vraiment une question fondamentale. Parce que nous, ce qu'on observe, en gros, c'est que un des problèmes qu'ont les enseignants, c'est qu'il y a trop. Ils enseignent trop, ils courent après les échéances, ils n'ont pas fini un sujet, qui sont déjà en train de préparer le test du suivant. C'est la course d'obstacles, en fait. Et à un moment donné, de pouvoir réfléchir à se dire, ben tiens, sur tel type de sujet, est-ce qu'il y a des choses qu'on va prioriser? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on va mettre plus l'accent parce que c'est important? Ça permet aussi d'éviter comment dire ça, oui, ce fractionnement en fait des contenus. Et typiquement, bon, Nathalie, toi tu le sais aussi, mais en mathématiques, voilà, vous travaillez le nombre, il y a des choses sur les nombres qui reviennent tout le temps. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont avoir toujours la même importance, mais ils sont tout le temps en jeu quelque part. Donc ça vaut la peine, dans les situations où les élèves ont des difficultés, de mettre ça en évidence. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci à toi. Il me semble qu'effectivement, tu as répondu. Et pour le coup, alors, dans le fil des questions, je vais tirer celui de l'élève. Et donc, puisque on vise la réussite de l'élève à travers justement une clarification en fait de ce qu'est l'évaluation sommative et ce qu'on peut en faire. Il y a deux questions là qui se rejoignent un petit peu. Il y a l'idée de comment procéder au moment du rendu de l'évaluation pour que sa fonction formative soit effective pour l'élève. Donc il y a voilà ce rendu. Et une autre question, c'est comment en fait une seule note chiffrée sans annotation peut-elle permettre à l'élève de connaître ses points forts et ses points faibles pour réajuster. Voilà, il me semble que ces deux Ouais, questions sont un peu semblables, d'où l'idée de les proposer ensemble. ouais. Ouais, c'est la question du feedback en fait, pour moi. Alors, elle est intéressante cette question parce que typiquement sur cette épreuve-là, les discussions qu'on a eues en fait avec les étudiants, c'était de dire, mais en gros, est-ce qu'il manque pas bêtement une case commentaire qui permettrait de dire, voilà, tu as fait telle note parce que tu as validé tel critère. En même temps, fais attention, il reste du travail encore à réaliser sur euh, les caractéristiques de ce que c'est qu'un noyau ancien d'une agglomération ou autre chose. Donc c'est quelque chose qui permet en fait de cibler les critères qui n'auraient pas encore été validés en termes d'apprentissage. Donc ça, c'est sur le retour. Là, on a quelques accompagnements avec des enseignants, mais c'est plutôt au secondaire, où certains disent, moi, je fais des retours seulement avec les élèves qui sont à la limite de la suffisance. Parce que là, il y a un enjeu de comprendre pourquoi j'ai échoué. Ça, c'est la première chose. Et puis, ce qui ressort aussi, mais là, on a une empirie qui est faible, donc parce qu'on est en train de... On a la chance de collaborer avec beaucoup d'enseignants, mais il y a des choses qui reviennent maintenant beaucoup, que ce soit dans différentes disciplines, c'est que avec ces démarches-là, le marchandage de points disparaît. Alors, je pense que beaucoup de gens derrière leur écran ont vécu les marchandages de points avec les élèves, qui viennent en disant oui, mais moi, pourquoi j'ai pas eu un point? Parce que tel et tel a eu un point, c'est pas juste, etc. Par contre, il y a toujours des discussions. Alors, il y a des élèves qui viennent, qui disent je comprends pas, pourquoi vous n'avez pas validé ce critère, etc. Et les enseignants disent mais on parle de discipline. Donc, on va dire aux élèves, OK, on a eu encore un échange avec des profs d'histoire récemment, travaillait sur des types de grilles comme ça. Et puis c'est une question de valider une hypothèse, de faire des hypothèses sur un phénomène historique. Puis les élèves disaient, mais vous n'avez pas validé le fait qu'on veut faire une hypothèse. Et, euh, et l'enseignant m'a dit, j'ai passé la récréation, la pause, à négocier avec eux, en disant, montrez-moi où est votre hypothèse, qu'est-ce que c'est une hypothèse historique, en quoi elle est validable ou pas, etc. Et il disait, mais c'est extrêmement intéressant parce qu'on continue à faire de l'histoire, en gros. On continue à expliciter les choses, etc. Donc ça, c'est du point de vue des feedbacks. Après, mais je ne sais pas si j'ai le temps, nous, ce qu'on a maintenant,
ce qu'on a développé, je ne sais pas, mais on a plusieurs enseignants qui nous ont contactés en disant, mais en fait, cet alignement curriculaire, c'est super intéressant, mais moi, pendant mon enseignement, j'interagis avec mes élèves. Donc si je veux être vraiment aligné curriculairement, il faut que j'interagisse pendant l'épreuve. Et donc, alors là, on a deux, trois protocoles assez informels parce qu'on n'a pas, on n'a pas, voilà, on n'avait pas le cadre pour formaliser ça. Et moi, j'ai assisté là, assez récemment à une épreuve de maths au collège où l'enseignant a monté une épreuve critériée de ce type-là où les élèves ont le droit, ils ne sont pas obligés, ils ont le droit de solliciter l'enseignant en cas de problème ou en cas d'insécurité. Puis là, on voit que ça pose d'énormes, comment on va dire ça, conditions, parce qu'il faut que les interactions soient métacognitives la plupart du temps, pas du tout à donner la réponse. C'est pas l'idée de faire réussir tout le monde, hein, mais c'est l'idée de dire, ben voilà, parfois, quand je suis devant l'épreuve, tout seul à mon bureau papier-crayon, je ne sais pas. Je ne sais pas si l'élève a fauté parce qu'il était étourdi, qu'il n'a pas compris la consigne, il y avait quelque chose qui posait problème, ou si c'est juste vraiment un vrai problème de compréhension. Et l'interaction me permet de faire ça. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde dépasse la difficulté, mais ça veut dire que tous les élèves ont l'occasion d'avoir les mêmes conditions de passation d'épreuves qu'ils ont eues pendant l'école. Et alors l'enseignant auquel je pense, ce n'est pas le seul, mais voilà, me dit qu'il a toujours des échecs, que les élèves comprennent très bien le contrat. Moi, je les ai vus pendant 1 heure et demie très engagés dans la tâche. C'était impressionnant de voir ça. Les élèves en difficulté, hein, c'est un niveau d'élèves en difficulté. Mais je trouvais ça assez intéressant. Après, ça doit être un peu formalisé, mais c'est pour dire que quelque part, cette dimension d'évaluation, soutien d'apprentissage, on a des enseignants qui la tirent des fois très loin, en fait. Et ça, c'est à creuser, je pense. Merci beaucoup. Alors, j'hésite là entre deux questions, une sur les critères et une justement sur la façon dont qui serait peut-être parfois mal définie dans les curriculums. Et la deuxième, alors c'est toi qui choisiras, suivant ce que tu veux, Raphaël. La deuxième est justement la réception de cette, qu'est-ce que j'allais dire, pas méthode, parce que c'est pas une méthode, c'est cette logique, cette nouvelle logique évaluative pour prendre en compte justement les acquis et les non-acquis des élèves. Euh, comment c'est perçu par les élèves? Voilà. Enfin, donc une question sur les critères et peut-être alors soit la difficulté à les élaborer, soit la difficulté à les concevoir en lien avec le curriculum quand le curriculum n'est pas forcément, c'est ce qui est indiqué par un collègue, hein, très clair. Et donc, d'un autre côté, la perception, la réception des élèves par rapport à ce type d'évaluation qui est différent de, effectivement, la culture habituelle. Ouais. Bon, par rapport à la question des critères, c'est vrai que la manière dont le curriculum est construit est déterminante. Très clairement, la contrainte que nous avons ici avec ce qu'on a appelé le plan d'études Romand, pour tous les cantons romands, c'est que ce n'est pas un référentiel d'évaluation. Mais on demande aux enseignants de l'utiliser comme tel. Donc parfois, en fonction de certaines disciplines, demander à des enseignants ou à des étudiants, comme j'ai montré dans l'exemple tout à l'heure, d'exploiter en fait des compétences qui sont là pour planifier l'enseignement et l'apprentissage à des fins d'évaluation, ça peut être, comme on le dit chez nous, un peu capillotracté. Non mais il faut être assez clair. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire, dans cette logique d'alignement curriculaire, qu'est-ce qui vous paraît, en fonction de votre contexte, de vos élèves, etc., censé de proposer comme apprentissage par rapport aux attendus. Et on revient toujours sur cette question des attentes. Alors, c'est un peu vertigineux parce que ça souligne le fait qu'on ne peut pas avoir des banques de critères standardisés pour tout le monde, dans toutes les écoles, ça ne joue plus. On peut avoir des attentes qui s'approchent les unes des autres, évidemment, on ne va pas être à 180 degrés, mais il y a toujours cette question de situer ça par rapport au contexte de classe, mais ça permet quelque part
de gérer cette tension, d'utiliser des curriculums qui ne sont pas des référentiels d'évaluation. Et ça, la littérature, elle est assez claire là-dessus. Quand on n'a pas de référentiel d'évaluation, il y a un travail d'enseignant énorme à faire qui est parfois effectivement ressenti comme problématique. Mais ça, on le reconnaît complètement. Et la question des élèves, alors là, de nouveau, on a vraiment que des empiries faibles, des études de cas. J'espère que ça va bientôt changer. Mais les retours qu'on a, en fait, des enseignants avec lesquels on travaille et des étudiants comme celui-là, hein, qui a mis ça en œuvre dans sa classe, c'est que on est mieux à plusieurs que tout seul. Ça, c'est sûr. Donc, si des élèves sont mis quelque part dans cette vision de l'évaluation et que l'enseignant est le seul à promouvoir cette évaluation, ça va être compliqué. Parce qu'il y a quand même cette idée de la prophétie autoréalisatrice, quoi. Plus on biberonne les élèves à quelque chose de standardisé, de décroché, plus ils vont en demander. Et plus c'est massif, plus ils vont adhérer à ça. Par contre, on voit que quand plusieurs collègues travaillent ensemble, quand il y a des échanges de pratiques, quand il y a une école qui se met à réfléchir là autour, bah, les élèves sont preneurs, en fait. Et les élèves demandent quelque part ça parce que, quelque part, ben, je ne sais pas vous, mais moi, comme évaluer, moi, j'ai besoin de savoir où je réussis et où je ne réussis pas encore. Oui, j'ai envie d'avoir une bonne note, mais en même temps, si je veux progresser. Donc, les retours qu'on a des enseignants avec lesquels on collabore, c'est un peu ça, si on veut. C'est de dire, tout seul, je rame un peu. Alors, ok, j'ai des élèves qui crochent, d'autres pas, etc. A priori, les élèves en difficulté crocheraient plus. Mais quand je ne suis pas tout seul, c'est un levier très puissant, en fait, pour amener le plus grand nombre d'élèves loin. Là, j'ai hésité, mais on a des traces aussi avec des classes, voilà, avec des élèves issus de la migration, qui font des choses étonnantes, qui arrivent à développer des compétences en langue, en mathématiques, qui sont vraiment de haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, parce que c'est une question qu'on nous retourne aussi, c'est de dire, oui, mais bon, avec ce système, tout le monde réussit, quoi. C'est un peu l'école des fans, pour ceux qui connaissent l'émission, l'ancienne émission. Ben, en fait, non, pas vraiment. On a plutôt tendance à voir que le niveau se maintient, voire parfois a tendance à augmenter, hein, parce que le système est tellement, comment dire ça, rigoureux quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que des élèves qui étaient un peu abonnés à des notes voilà, un peu insuffisantes, ben, arrivent à décrocher des notes suffisantes, pour des bonnes raisons. Et ça c'est assez prometteur, je pense. Et à partir de là, ben oui, les élèves adhèrent, parce que, vous savez, c'est typiquement, là, je finirai avec ça, mais on a ces élèves qui ont des difficultés en technique de la langue et qui font systématiquement des très mauvaises notes quand ils doivent écrire quelque chose. Travailler sur des dimensions voilà, d'alignement curriculaire et d'élargissement de l'alignement curriculaire, ça permet de discriminer un certain nombre d'éléments sur lesquels on porte son attention. Et on a des élèves qui réussissent à faire des notes suffisantes parce qu'ils performent aux bons endroits, si j'ai envie de dire. J'aime pas tellement ce terme-là, mais je trouve pas une autre manière de faire. Et ça, c'est assez nouveau. Et ça engage les élèves. OK. Alors, je ne sais pas si j'ai pas beaucoup de temps pour poser la dernière question, mais en fait, elle se réfère, c'est un peu un mixte de 2-3 questions là qui sont posées. L'idée du temps et de l'investissement justement, pour réaliser ce travail qui est lourd, hein, comme tu l'as évoqué. Et il y a notamment donc une collègue qui se présente en tant qu'enseignante débutant et qui dit, bah voilà, comment je fais moi pour pouvoir rentrer dans cette logique. Alors, il reste une minute, tu as une minute, Raphaël, pour répondre ou voilà. Moi, je dirais une seule chose. Réfléchir d'abord aux apprentissages et ensuite aux activités, aux tâches. Parce que réfléchir aux apprentissages, ça permet, et nous on le voit, alors moi je l'avais déjà vu dans la thèse à l'époque, mais ça c'est vraiment le nerf de la guerre, j'ai envie de dire, si j'ose par les temps qui courent. Mais si les enseignants ne réfléchissent pas, ne sont pas au point sur quels apprentissages mener et par quoi ces apprentissages vont passer, ce n'est pas possible. C'est très compliqué.
de mettre en œuvre des démarches d'évaluation sommative et de notation constructive. Donc c'est ça que je pourrais dire. Bon, et ça n'est pas moi en tant que didacticienne de J'imagine, mathématiques qui va te contredire. j'imagine. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à vous. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette, avant-dernière, donc conférence. La dernière, en fait, aura lieu le 4 mai prochain. Ce sera la dernière, le 4 mai prochain à 14h30. Elle sera assurée par Florence Lehébel, qui est maître de conférence à l'Université de Lyon, au laboratoire ICAR. Et elle nous dira en fait que peuvent nous révéler les évaluations internationales de la culture scientifique à propos des inégalités socio-scolaires dans l'apprentissage et l'enseignement des sciences. Et la modération de cette conférence sera assurée par Cécile Dehausson, que je salue par avance. Je vous rappelle que la participation à l'ensemble de ces conférences est totalement gratuite. Il suffit de s'inscrire sur la page dédiée du site du réseau des INSPE et que vous pourrez retrouver toutes les conférences, comme celle qui vient de se passer, sur le site, sur la chaîne YouTube du réseau des INSPE. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.